C'était Thanksgiving et mon père n'a pas pris la peine de baisser le ton ou d'amortir ce qu'il disait. Il m'a regardé droit devant chaque parent rassemblé autour de cette table et m'a traité de déception sans valeur. Puis il a pointé un doigt vers la porte d'entrée et m'a dit que je pouvais aller dormir sur le trottoir pour tout ce qui lui importait. Il n'y avait aucune intimité, aucune correction silencieuse, juste une exécution publique de tout ce que j'étais. Ma mère était figée, pas même un scintillement de protestation. Vanessa, ma sœur, a enterré un sourire derrière sa serviette et soudain mon siège a eu l'impression d'appartenir à un étranger, entouré de gens qui ne m'avaient jamais vraiment aimé. Je n'ai pas discuté. Je ne suis pas tombée en panne. Je me suis levée, j'ai redressé ma veste et je suis sortie calme et sans hâte, portant leur mépris comme un fardeau dont j'avais finalement cessé de nier l'existence. Aucun d'eux ne savait que je gagnais 25 millions de dollars par an. Et à l'instant où l'air hivernal a frappé ma peau, tout a commencé à changer. 3 semaines plus tard, toute la fondation de leur monde s'est effondrée autour d'eux. Mais avant de parler de ce qui s'est passé ensuite, dites-moi où vous vous connectez à partir de ce soir, car je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de trahison. Je m'appelle Nora Bellwether, et de l'extérieur, ma famille avait l'air impeccable. Des photos de vacances coordonnées, des sourires pratiqués, une salle à manger agencée comme une planche de magazine. Mais impeccable n'est souvent qu'un masque, et mes parents portèrent le leur mieux que quiconque que j'ai connu. En grandissant, j'ai vite compris où j'en étais dans cette maison, et plus important encore, où je n'en étais pas. Vanessa, plus jeune que moi, était traitée comme une reine dans chaque pièce dans laquelle elle entrait. Mes parents ont prononcé son nom avec fierté et le mien comme un fardeau. Elle a eu des cours de musique, des camps d'élite, des entraîneurs privés. On m'a assigné des tâches ménagères et on m'a dit d'apprécier l'exemple brillant de ma sœur. Je n'ai jamais correspondu à ce que les clochards attendaient. Pendant que Vanessa souriait devant les caméras, j'ai passé des nuits tardives à m'enseigner le codage, à construire des systèmes, à réparer des choses que personne d'autre n'avait même remarqué qu'elles étaient cassées. À 16 ans, alors que d'autres filles partagèrent des photos de bal, j'ai partagé mon premier projet de codage en ligne et ma famille l'a balayé comme un passe-temps étrange. Quand j'ai abandonné l'université pour poursuivre quelque chose de réel, ils m'ont dit que je les avais humiliés. Pas une seule fois, ils n'ont demandé ce que je construisais. Ils ne se souciaient que de ce à quoi cela ressemblait pour les étrangers. Au moment où j'ai atteint 32 ans, Vanessa s'était transformée en tout ce qu'ils espéraient, polie, charmante, impossible à ignorer. J'étais devenue tout ce qu'ils écartaient, réservée, autonome, refusant de me plier plus petit pour les satisfaire. Et plus je me retirais, plus ils remodelaient agressivement mon récit. Dans leur récit, je ne fondais pas d'entreprise, je faisais juste des bêtises en ligne, je ne prospérais pas, je grattais à peine. Thanksgiving n'était pas une première offense, c'était simplement la nuit où ils ont cessé de le chuchoter. La dégradation, les murmures dans mon dos, être placé au fond de la table comme un invité oublié, cela avait été toute ma vie. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi s'est finalement ouvert. Non pas à cause de l'insulte elle-même, j'avais enduré plus dur, mais à cause de la facilité avec laquelle ils faisaient confiance à leur version fabriquée de moi plutôt qu'à la réalité. De retour chez moi à Seattle, mon penthouse avait l'impression d'appartenir à un tout autre univers, des murs de verre s'étendant du sol au plafond, un éclairage tamisé sur tout ce que j'avais construit avec rien d'autre que mes 2 mains. Pourtant, leurs paroles continuaient de résonner, déchirant des cicatrices ouvertes que je pensais avoir refermées pour de bon. Je n'arrêtais pas de me poser une question encore et encore. Comment des gens qui comprenaient si peu ma vie pouvaient-ils être si certains d'avoir le droit de la définir ? Je ne savais pas encore que leur cruauté à cette table n'était que l'acte d'ouverture. Le véritable effondrement a commencé au moment où j'ai finalement arrêté de chercher une place dans une famille qui n'a jamais voulu tout de moi. Les jours qui suivirent Thanksgiving se sentirent étrangement étouffés, comme si le volume du monde avait été baissé. J'ai assisté à des réunions, des séances de planification, des briefings sur les produits, des tâches que je gérais habituellement avec une concentration totale, mais mes pensées ne cessaient de dériver vers cette salle à manger à Denver. La voix de mon père coupe en l'air, l'absence totale de réaction de ma mère, Vanessa me regardant comme si elle attendait ce moment précis depuis des années. Mais l'humiliation ne s'arrête pas quand elle est livrée. Il laisse des répliques. Le mien a frappé 3 jours après. J'étais dans ma cuisine, attendant sur la bouilloire, lorsque mon téléphone s'est allumé avec un texto de Delia, ma cousine, la seule parente qui m'ait jamais considérée comme plus qu'une réflexion après coup. « Nora, je dois te dire quelque chose », a-t-elle écrit. Ma poitrine se serra instantanément. « Dis-moi quoi ?» répondis-je. Une pause s'ensuivit. Ensuite, ta mère a répandu des histoires.
Elle a dit à toute l'assemblée que vous étiez pratiquement sans abri à Seattle. Dit que vos projets en ligne se sont finalement effondrés et que vous vous écrasez sur des canapés maintenant. J'ai posé mon téléphone, la cuisine s'inclinant pendant 1 seconde. Sans abri. Couchsurfing, un échec. Ils ne m'avaient-ils pas simplement expulsé, ils avaient réécrit toute mon histoire et ils l'avaient dit fait avec exactement la même certitude qu'ils utilisaient pour féliciter Vanessa d'avoir simplement existé. J'ai tapé en arrière, je possède un penthouse de 3 chambres. Delia a répondu « Je sais, ils ne veulent pas savoir ». Cette phrase faisait plus mal que le mensonge lui-même. Ils ne voulaient pas savoir, parce que savoir les forcerait à faire face au fait que tout ce qu'ils avaient ridiculisé et rejeté était tranquillement devenu un succès auquel ils ne pourraient jamais toucher. 2 jours après, la réplique s'est transformée en une véritable fracture. Un email est arrivé dans ma boîte de réception d'un cabinet d'avocats de Denver. Objet, confirmation requise concernant votre statut de garant. Garant de quoi, exactement? Je l'ai ouvert et pendant un moment, j'ai oublié comment respirer. Il faisait référence à un prêt de rénovation de 400 000 $ contracté 2 ans auparavant, et selon les documents joints, j'étais répertorié comme garant. Je n'avais jamais signé un seul document pour eux. Je ne l'aurais jamais fait. Mais c'était là, une copie scannée de ma signature. Un regard et de la glace coula droit dans mes veines. Ils avaient été falsifier mon nom sur un prêt massif, dont une partie était allée directement dans la boutique de Vanessa, celle dont elle aimait se vanter comme si c'était son droit d'aînesse. Soudain, Thanksgiving a pris un sens plus sombre. Ils avaient besoin de moi diminué, impuissant, facile à contrôler, facile à peindre comme instable si jamais le prêt s'effondrait. Je me tenais là dans ma cuisine tranquille, les lumières de la ville scintillant à travers la vitre, et laissais cette vérité s'installer sur moi comme du givre. Ils ne m'avaient pas seulement chassé, ils m'avaient aussi volé. Et le pire, c'est qu'ils croyaient vraiment qu'ils y avaient 3. Cette nuit-là, quelque chose en moi a cessé de se fracturer et a commencé à se concentrer. La première émotion que j'ai ressentie n'était pas la fureur. C'était clair, froid, stable, presque étrange dans le calme avec lequel il s'est emparé de moi. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de leur donner un sens. Je ne leur cherchais pas d'excuses. Je n'essayais même plus de gagner leur approbation. J'étais simplement fini. Mais terminer ne voulait pas dire disparaître. Cela signifiait établir une ligne qu'ils ne pourraient plus jamais franchir. Le lendemain matin, j'ai fouillé tous les documents que le cabinet d'avocats m'avait envoyés. Paiement, factures, dossiers liés à la rénovation et à la boutique de Vanessa. Chaque piste revenait à la même conclusion, des sommes importantes avaient été transférées sans transparence, et le prêt garanti sous ma fausse signature se dirigeait vers le défaut. Si cela se produisait, le prêteur pourrait saisir des biens, forcer une vente ou poursuivre des recouvrements. Et si mon nom restait attaché, je serais abattu avec eux. J'ai tout envoyé directement à mon avocat à Seattle. Il a rappelé en quelques minutes. Nora, ce n'était pas négligent, c'était calculé. Je sais, j'ai répondu. Êtes-vous certain de vouloir aller de l'avant avec cela? Une fois que nous avons commencé, il n'y a aucun moyen silencieux de l'arrêter. C'est exactement le but, ai-je dit. Nous nous sommes mis au travail immédiatement, vérifiant les divergences d'écriture manuscrite, traçant où allait réellement l'argent, cataloguant chaque cas de tromperie financière. Et plus on creusait, plus le motif devenait évident. Ma famille avait financé son style de vie amélioré entièrement avec de l'argent emprunté. Pas des économies, pas des revenus, de l'argent emprunté avec mon identité comme solution de repli. Cette vérité ne m'a pas blessé. Ce qui a piqué, c'était de réaliser avec quelle confiance il devait avoir supposé que je ne repousserais jamais. 3 jours après le début de l'enquête, mon avocat a rappelé. Si le prêt continue de glisser vers le défaut, le prêteur pourrait permettre à un acheteur qualifié d'intervenir et d'absorber la dette. Et je me qualifie, ai-je dit? Plus que qualifié, a-t-il confirmé. Si vous voulez poursuivre cette option, je peux commencer la paperasse maintenant. J'ai regardé la ligne d'horizon de Seattle, regardant les nuages bas dériver sur l'eau. Fais-le, je lui ai dit. Cette seule décision a tout déclenché. Au cours des 2 semaines suivantes, mon équipe et moi avons travaillé tranquillement dans les coulisses, nous positionnant pour reprendre légalement le prêt au moment où il faisait défaut, ce qui me donnerait le contrôle total de la propriété et de toutes les décisions financières qui y étaient lanciées. Rien de tout cela ne venait de la méchanceté. C'était pour me préserver, protéger mon nom, ma réputation, tout ce que j'avais construit. S'ils allaient m'entraîner dans un désastre de leur propre fabrication, j'avais l'intention de contrôler exactement comment cela se déroulait. À travers tout cela, pas une personne de ma famille ici n'a tendu la main, ni pour s'excuser, ni pour s'expliquer, ni même pour mentir. Il y avait quelque chose de presque approprié dans leur silence,
pendant que je préparais tranquillement le résultat qui bouleverserait tout pour eux. La 3e semaine, mon avocat a livré la confirmation. Le prêt est officiellement entré en défaut. Vous êtes le premier en ligne pour le réclamer. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement, ressentant le même retour de clarté glaciale, le même que j'avais ressenti la nuit où ils m'avaient jeté dehors. 3 semaines plus tôt, ils m'ont dit d'aller vivre dans la rue. Maintenant, j'étais sur le point de posséder le sol, même sous leurs pieds. 3 semaines après ce dîner, l'appel de mon avocat est arrivé juste au moment où je sortais d'une réunion tardive. Sa voix portait le poids de quelque chose de déjà décidé. « C'est définitif », a-t-il dit. « La valeur par défaut s'est déclenchée. Vous contrôlez maintenant la dette et par extension, tout ce qui s'y rattache. Tout, la maison à Denver, la boutique Vanessa traitée comme son couronnement, l'effet de levier que ma famille n'aurait jamais imaginé que je détiendrais sur eux. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais ancré, comme si je me tenais sur une terre solide pour la première fois depuis des années. « Avance avec ça », lui ai-je dit. Il ne m'a pas interrogé. Pas cette fois. Nous avons passé les 4 jours suivants à tout finaliser, à rédiger des mises en demeure, à définir les conditions de remboursement, à structurer une offre qui donnait exactement 2 choix à ma famille. Vendez la propriété et repartez avec une ardoise propre, ou signez un contrat de location strict sous ma propriété. Pas de cruauté, pas de drame, juste des conséquences cocasseront justes, légales et humaines. Ce qui m'a pris au dépourvu, c'est un appel de Trevor, pas de mes parents. Nora, dit il, la voix serrée et urgente, tu dois connaître la spirale de Vanessa. Tes parents pensent comme aucun prêteur sans visage vient après eux. Ils n'ont aucune idée que c'est toi. Il fit une pause. Je ne pense pas qu'ils vont bien le prendre. J'ai failli rire. Prends-le bien. Ils avaient falsifié ma signature, m'avaient humilié publiquement, répandu des mensonges à mon sujet et s'attendaient d'une manière ou d'une autre à être protégés des conséquences de leur propre fabrication. Mais je ne chassais pas leur panique. Je voulais qu'ils comprennent, non pas mon succès, mais les limites qu'ils avaient m'ont brisées. Alors j'ai dit à Trevor, amenez-les à Ashford House vendredi soir pour le dîner. Il laissa échapper un souffle comme s'il le retenait depuis des jours. Il pense même que c'est une négociation avec le prêteur, a-t-il déclaré. Bien, ai-je répondu. Laissez-les continuer à y croire. Vendredi est arrivé froid et feutré. Seattle enveloppé dans un fin brouillard qui se pressait contre les vitres du restaurant. Je suis arrivé tôt avec mon avocat à mes côtés. La chambre privée était éclairée aux chandelles et d'une sophistication tranquille, rien de spectaculaire, rien de conçu pour la vengeance, juste un cadre pour que la vérité atterrisse. Quand la porte s'est ouverte, ma mère est entrée la première. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, son expression tendue sous l'effort de prétendre que rien n'allait. Mon père a suivi, la mâchoire serrée. Vanessa est arrivée la dernière, les yeux cernés de rouge mais toujours provocante. Aucun d'eux ne m'a salué, je ne m'y attendais pas. Nora, ma mère a dit prudemment en s'asseyant, « Nous vous remercions d'avoir organisé cette réunion avec le prêteur. Nous sommes sûrs que tout cela n'est qu'un malentendu. » Mon avocat a jeté un coup d'œil dans ma direction avant de parler. « Madame Bellwether, dit-il en arrangeant ses papiers, il n'y a pas de malentendu ici, et je ne représente pas le prêteur. » Le front de mon père se fronça. « Alors pourquoi es-tu là ?»« Parce que, a répondu mon avocat en glissant un dossier vers eux, Madame Bellwether est celle qui a acquis la dette. Elle le contrôle maintenant. » La pièce s'arrêta complètement, un silence si lourd qu'il semblait physique. Le souffle de Vanessa s'arrêta en premier. La main de ma mère se leva pour couvrir sa bouche. Le visage de mon père a perdu toutes ses couleurs. Je n'ai pas jubilé, j'ai simplement regardé le registre de la vérité. Mon père a finalement pointé un doigt sur les papiers. « Toi, tu as acheté notre prêt ? Pourquoi ferais-tu ça ? » « Parce que, dis-je doucement, tu as mis mon nom dessus sans demander. » Ma mère secoua la tête frénétiquement. On supposait que tu comprendrais. Vanessa avait besoin d'aide. Ton père avait de bonnes intentions. Forger ma signature ne veut pas dire bien, ai-je dit. M'appeler un échec à cette table n'était pas utile. Dire à tout le monde que j'étais sans abri n'était pas préoccupant. Vanessa a finalement cassé. Pourquoi ne pouvais-tu pas le laisser tranquille ? Tu as beaucoup d'argent, tu n'as besoin de rien de tout ça. Je l'ai regardé comme si c'était quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Tu as raison, j'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est de mon nom sur un prêt qui s'effondre. Vous avez tous prétendu que ce n'était pas un problème. Mon avocat a glissé la prochaine série de documents vers l'avant. Celles-ci décrivent vos options. Vendez la propriété et effacez entièrement la dette, ou si vous choisissez de la conserver, Madame Bellwether en assume la propriété et vous restez locataire en vertu d'un bail formel. Nous devions louer notre propre maison, murmura mon père. Ça a cessé d'être ta maison, ai-je dit. Plus maintenant.
Vanessa m'a regardé fixement, quelque part entre incrédulité et rage. Tu détruis tout. Non, j'ai dit, je finis ce que tu as commencé. Ma mère a éclaté en sanglots silencieux et déchiquetés, non pas de culpabilité, mais de peur de perdre l'image qu'elle avait passé des années à polir pour que tout le monde puisse l'admirer. Nous sommes ta famille, a-t-elle pleuré. Comment as-tu pu nous faire ça? Je me suis penchée, mon niveau de voix. Tu m'as appris exactement comment. La nuit où tu m'as jeté dehors, tu m'as traité d'inutile et m'as dit d'aller vivre dans la rue. Tu as dit que je n'avais rien, mais tu n'as jamais vraiment su qui j'étais. Je laissai le silence s'étirer avant de continuer. Je ne suis pas là pour me venger, je suis ici pour me déconnecter des décisions qui n'ont jamais été les miennes au départ. Mon père expira, sa colère se transformant en quelque chose de plus honnête. Qu'attendez-vous réellement de nous? Rien, j'ai dit. Pas d'excuses, pas d'aveux, juste des comptes à rendre. Mon avocat a ajouté « Vous avez 7 jours pour prendre votre décision ». Le dîner s'est terminé sans câlin, sans cri, juste un silence stupéfait, suspendu au-dessus de la table. Ils sont partis en paraissant plus petites que je ne les avais jamais vues. Vanessa s'arrêta à la porte, les yeux vitreux. « Tu aurais pu juste m'aider », murmura-t-elle. « Je l'ai fait », j'ai dit, « mais pas comme tu le voulais. » Une fois la porte fermée derrière eux, j'ai finalement laissé échapper une respiration que je retenais depuis des années, non pas par colère, mais par soulagement. Dehors, le brouillard s'était ramolli en une pluie légère, tapotant doucement contre le trottoir. Je l'ai parcouru lentement, sentant le poids de leurs attentes enfin se lever de mes épaules pour de bon. 3 semaines plus tôt, ils m'avaient dit d'aller vivre dans la rue. Cette nuit-là, ils sont sortis d'un immeuble qui ne leur appartenait plus. Et pour la première fois de ma vie, la distance entre nous ressemblait à la liberté. La semaine suivante, le silence qui sortait de Denver parlait plus fort que n'importe quel argument. Pas d'appel, pas d'explication, pas de changement d'avis de dernière minute. Mon avocat a envoyé des mises à jour au fur et à mesure qu'elles arrivaient, brèves et cliniques, notant leurs hésitations, leurs rencontres avec les avocats, leur lente prise de conscience qu'il n'y avait pas d'issue assez grande pour s'échapper. Le 7e jour, juste avant la date limite, leur réponse est arrivée. Ils ont choisi de vendre. C'était le mouvement le plus intelligent disponible, la sortie la plus propre. La vente a effacé la dette, séparé mon nom de tout le désordre et leur a laissé juste assez pour emménager dans un endroit plus petit à travers la ville. Personne n'a été détruit. Personne n'a été laissé avec rien. Ils devaient simplement exister dans des limites qu'ils avaient ignorées pendant des années. La boutique de Vanessa n'a pas traversé la transition. Il sent le flux constant d'argent emprunté pour le maintenir en vie. Il a fermé ses portes en 1 mois. Elle a posté quelque chose de vague en ligne sur le fait de recommencer à zéro, ne reconnaissant jamais une seule fois la vérité. Mes parents ont disparu des cercles sociaux qu'ils dominaient, leur image soigneusement construite a tranquillement été échangée contre quelque chose de beaucoup plus modeste. Quant à moi, je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais installée, entière. Je suis retournée à mon travail, ma vie à Seattle, celle que j'ai entièrement construite sans leur approbation. Pour la première fois, mon succès n'était pas quelque chose que je devais cacher ou minimiser. Il existait simplement, indifférent à savoir s'ils l'avaient jamais reconnu. Parfois, se protéger ne nécessite pas de bruit. Parfois, cela signifie choisir la paix si fermement que le chaos ne peut plus vous suivre chez vous. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis ce dîner. Et peut-être que ce silence qui ne fait plus mal est la preuve la plus claire de guérison qui soit. J'ai construit une vie épargnée par leurs attentes, leurs jugements ou les histoires qu'ils ont essayé de réécrire sur moi. Une vie où ma valeur n'a jamais été discutée. Si l'un de ces éléments vous est familier, sachez que vous n'êtes pas seul dedans. Et si vous avez déjà dû vous éloigner juste pour vous sauver, j'espère que cette histoire vous dit que c'est bien de le faire aussi. Partagez vos réflexions ci-dessous, abonnez-vous et restez à l'écoute pour la suite.